Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a reçu Paris par son homologue François Hollande ce mercredi. Les deux hommes ont fait part de leur volonté à poursuivre les efforts dans la lutte contre les terroristes du mouvement Shebab. Les travaux de la 9e édition du Forum africain se poursuivent à Marrakech au Maroc. Les fonds mobilisés par la diaspora sont au cœur des débats. Ils pourraient atteindre 200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Et puis zoom sur la politique éducative du Sénégal, un véritable paradoxe. En effet, plus du tiers du budget y est alloué, mais le taux d'alphabétisation ne dépasse pas les 50%. Mais d'abord, un nouvel attentat a fait 5 victimes dans la capitale somalienne Mogadiscio ce mercredi. Une voiture piégée a explosé dans le centre-ville, à un endroit particulièrement fréquenté. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle porte la marque des islamistes Shebab. Il s'agit du 2e attentat en 3 jours. L'explosion d'un véhicule avait déjà causé la mort de 13 personnes dans le quartier gouvernemental. Et au même moment, mercredi, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud était en visite officielle à Paris, reçu par son homologue François Hollande. La situation sécuritaire en Somalie était au cœur de leur discussion. La récente reprise du port de Baraoué aux mains des rebelles a également été évoquée. La France, qui a participé au financement de la MISOM, les forces de l'Union africaine en Somalie, a reformulé son soutien humanitaire. Écoutons un extrait de la déclaration du président Hassan Sheikh Mohamud. I met with President Hollande here in. Nous avons parlé du soutien de la France pour la reprise économique de mon pays, son soutien diplomatique et son soutien à la réhabilitation des infrastructures, ainsi que son soutien au développement de la Somalie. Je suis heureux du niveau des discussions que nous avons eues et bien entendu, ces discussions se poursuivront à l'avenir. Nous luttons contre Al-Shebab aux côtés de l'AMISOM. C'est une lutte militaire, mais pas uniquement. Elle comporte les volets socio-économiques et religieux. Le gouvernement somalien met tout en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Réaction mitigée sur la Grande Île quelques jours après le retour suivi de la détention de l'ancien président Marc Ravalman, chassé du pouvoir en 2009 par Andry Rajoelina. Le prédécesseur du président actuel était en exil depuis en Afrique du Sud. Rappelons qu'il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre d'une trentaine de partisans d'Andry Rajoelina. Les précisions d'Ibrahim Dinjai. À Madagascar, l'alliance politique entre la majorité présidentielle et l'ancien chef de l'État, Marc Ravalman, vole en éclats. L'ancien président de la République, Marc Ravalman, de retour sur la Grande Île dans la nuit de dimanche à lundi après 5 ans d'exil en Afrique du Sud, a été aussitôt interpellé par les forces de l'ordre. Il est désormais en résidence surveillée dans le nord du pays, dans l'enceinte de la base aéronavale de Diego Suarez. L'ancien chef de l'État avait exprimé son sentiment de rentrer au pays et surtout sa volonté de contribuer à la consolidation de la paix et de l'économie avant son interpellation. Je suis retourné à la maison après 6 ans. Je suis si heureux d'être ici avec vous. Je voulais comparaître en personne et vous parler. Je parle ici de vous à travers ces journalistes parce que les mots sont très puissants et peuvent nous aider à résoudre beaucoup de choses. Je ne reviens pas pour causer des ennuis mais pour apporter la paix. Je tiens à souligner notre connaissance, l'expertise, mes connaissances et mon expérience pour apporter le développement dans le pays. Dans les rues d'Antananarivo, ce retour inattendu est diversement apprécié. Les Malgaches sont partagés entre prudence et méfiance. Si son retour ramène la paix et la sécurité, alors il est plus que bienvenu. Mais s'il cause des ennuis, alors il est mieux qu'il reste en Afrique du Sud. Ce qui me préoccupe est de savoir comment quelqu'un a réussi à entrer dans le pays sans être remarqué. Et si c'était des gens lourdement armés qui avaient réussi à entrer dans le pays, nous ne l'aurions jamais su. Ainsi, la sécurité du pays est faible. Nous devons tirer la sonnette d'alarme à nos dirigeants parce que les Malgaches vont traverser une période difficile. Certains analystes mettent en garde et considèrent que son retour risque de réviser les rivalités entre les deux camps et pourrait provoquer une instabilité à Madagascar. Il y a 2 camps. Il y a ceux qui sont furieux et qui sont inquiets et qui n'acceptent pas son retour. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui sont heureux et qui ont attendu avec impatience son retour. Mais le gouvernement doit faire attention et être capable de gérer les 2 camps et éviter toute confrontation des 2 côtés. Le gouvernement devrait prendre en compte les points de vue des 2 parties et se concentrer sur la réconciliation nationale pour corriger les facteurs de division dans le pays qui peuvent venir en raison de la manipulation politique.
Les 21 députés élus sous les couleurs de Marc Ravolman ont annoncé qu'ils quittaient la coalition et constituent désormais leur propre groupe d'opposition. Un groupe qui sera dirigé par l'ancien chef de l'État, destitué en 2009, Marc Ravolman, une fois libéré. L'actualité économique, c'est le 9e forum pour le développement de l'Afrique qui se poursuit à Marrakech jusqu'au 16 octobre. Près de 140 millions d'Africains qui vivent en dehors du continent composent la diaspora. Les fonds envoyés ne sont pas négligeables puisqu'ils représentent 40 milliards de dollars en 2012. Reportage de notre correspondant Ella Djinjai. Les travaux de la 9e édition du Forum africain se poursuivent à Marrakech. Ce mardi, les experts africains se sont penchés sur les envois de fonds des Africains vivant hors du continent et qui sont au nombre de 140 millions. Les envois de fonds de la diaspora africaine ont atteint 40 milliards de dollars en 2012 et pourraient croître à 200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon la Banque mondiale. Ces envois peuvent promouvoir le développement sur le continent. L'incidence sur l'économie est immense. Pour la moitié des pays africains, ces envois sont plus importants que les PIB de 5%. Au niveau microéconomique et grosso modo, pour la plupart des pays, les envois reçus leur permettent de couvrir leurs besoins en devises pour payer les importations, donc c'est un appui extrêmement fort pour le pays. Les experts en développement pensent que ces transferts de fonds peuvent aider à réduire la pauvreté et à faire croître les économies. Ainsi, est-il nécessaire de mettre en place un système de réglementation et surtout de lutter contre le phénomène Hawalada qui consiste à envoyer de l'argent de manière informelle. Le Maroc, par exemple, avant 2006, n'avait pas de réglementation en matière de transfert de fonds. Les transferts se faisaient par différents canaux. Effectivement, on a vu fructifier ça et là un certain nombre d'officines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une réglementation en 2006. On a tout simplement voulu soumettre les sociétés de transfert de fonds à un agrément bancaire parce qu'on ne voulait absolument pas voir au Maroc se développer une pratique des hawaladat qu'on observe dans les pays du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient. Donc nous avons mis en place cette réglementation et jusqu'à aujourd'hui nous avons 11 sociétés qui ont été agréées. Donc juste en termes de flux, le Maroc reçoit bon an, mal an, malgré la crise financière internationale, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure, on reçoit 54 milliards de dirhams de flux. D'après les estimations de la Banque mondiale, les flux de transfert de fonds officiellement déclarés sont passés de 9,1 milliards de dollars en 1990 à près de 40 milliards en 2010. En 2009, ces transferts représentaient 2,6% du PIB de l'Afrique subsaharienne ou près de 60% des flux d'aide publique vers cette région. Ce 9e forum onusien pour l'Afrique devra décortiquer les modes de financement novateurs pour la transformation en Afrique. Surtout que le continent accuse un déficit de liquidité de 31 milliards de dollars par an. Le secteur de l'éducation sur le continent africain souffre de nombreux problèmes qui freinent son élan. Mais même si ces dernières années, le taux de scolarisation primaire a nettement augmenté, selon l'UNESCO, les lacunes du système éducatif et le manque d'infrastructures entravent son développement. Au Sénégal, par exemple, où les fonds alloués à l'éducation occupent plus de 35% du budget national, le domaine de l'éducation peine à décoller. Reportage de notre correspondant Guévanisto. Le Sénégal veut réformer le secteur de l'éducation pour se positionner au rang des pays émergents. Depuis plus de 5 ans, le pays est le seul au sein de l'UEMOA à accorder 40% du budget annuel au secteur de l'éducation. Malgré cet important budget, le taux d'analphabétisme est de 52%. La faute à une politique éducative inadaptée et à une mauvaise gestion. Qu'on puisse ressentir le financement dans les cartables des enfants, que le financement puisse aller là où on en a besoin, là où c'est destiné, si nous faisons en sorte que le niveau central ne continue pas toujours effectivement d'avoir la main mise sur le financement. Et donc ça, si nous le faisons, nous pensons effectivement que nous aurons un système éducatif qui soit plus performant, qui utilise mieux ses ressources et qui puisse les transformer plus en résultats. La mauvaise gouvernance et surtout la concussion justifient également ce paradoxe au pays de Senghor. À cela s'ajoute une déperdition scolaire qui ne dit pas son nom.
Sur 123 écoliers, seulement 23 atteignent la classe de terminale, selon la direction de la réforme de l'éducation. Donc ça veut dire qu'il y a une culture de l'impunité aussi qui fait qu'on arrive à des résultats comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas injecter autant d'argent, comme vous le dites, pour avoir des résultats qu'on a. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'argent n'arrive pas là où il devrait arriver. Et donc, mais il revient à l'État de faire cet audit-là, mais pas seulement de les faire et de payer des cabinets, et de les ranger dans les tiroirs, mais de punir pénalement ceux qui ont commis ces fautes de gestion-là et de rectifier cela. Le 30 août dernier, les acteurs de l'éducation ont formulé des recommandations au gouvernement après des assises nationales qui ont permis d'identifier les maux qui gangrènent le domaine. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État, Macky Sall, a promis de mettre en place un comité de suivi inclusif et fonctionnel en vue de sortir de l'ornière ce secteur vecteur de développement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.